beaucoup d'être là. Donc Fabrice Coudour, secrétaire général CGT Énergie, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Alors, quand on fait les courses, on prend cher, les prix ont explosé. Depuis, les ministres Gabriel Attal et Bruno Le Maire ont appelé les grands distributeurs à faire des efforts sur leur marge. On dépend donc de leur bonne volonté, de la bonne volonté des patrons de la grande distribution. On subit aussi une hausse des prix de l'énergie et en particulier celle du prix du gaz, qui fait que les charges locatives augmentent d'une manière vertigineuse. Sans bouclier tarifaire, les factures des foyers se chauffant au gaz augmenteraient d'environ 200 € par mois en 2023. Ça, ce sont les chiffres du gouvernement. Et la Commission de régulation de l'énergie a communiqué sur une augmentation de 15% en janvier 2023. Fabrice, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi est liée d'abord cette hausse du prix du gaz ? Alors, bonjour à tous déjà, merci. Cette hausse des tarifs, elle est multifacteur, mais le gouvernement très vite a essayé de nous faire croire que c'était lié à la guerre en Ukraine, à une crise énergétique mondiale. En fait, ça n'en est rien. Il faut se dire que depuis déjà 2004, la privatisation d'EDF-GDF, que tout le monde garde en tête, c'est là que l'ouverture des marchés de l'énergie, la mise en concurrence obligatoire qui devait faire baisser les prix, qui devait être au bénéfice des utilisateurs, des usagers, comme nous on les appelle, ça n'a pas du tout été le cas. En 20 années de privatisation, on a vu que les prix exploser, que les prix augmenter, le gaz doubler, l'électricité doubler en presque 20 années. Et en fait, la guerre en Ukraine, c'est devenu la Libye. C'est devenu la cause pour le gouvernement de dire « Ah, c'est pas de notre faute, on n'a pas pris c'est pas nous, c'est pas une histoire de décision, c'est la cause de la guerre en Ukraine, puisque le gaz est indexé aussi sur l'électricité, et du coup, il y a un effet pour l'ensemble des usagers. » Mais en fait, c'est la non-prise de décision des politiques pendant toutes ces 20 années de sauvegarder, d'avoir vraiment une volonté de souveraineté et de défense du secteur énergétique, parce qu'en France, on a tout ce qu'il faut pour faire que la facture soit très basse. Et quand on entend, nous, maintenant, depuis des mois voire des années, ces histoires de boucliers tarifaires, ça nous rend fous parce que c'est un leurre, en fait. C'est un leurre qu'on pose aux Français. Alors, on ne sous-estime pas l'effet pour l'ensemble des citoyens. On voit bien qu'il y a 13 millions de précaires en situation de précarité énergétique. Donc, le moindre euro qui est diminué sur la facture, c'est important. Sauf que ça reste un leurre parce que pendant qu'on nous affiche que la facture est soi-disant diminuée et qu'on sort des milliards à l'appel, alors qu'on devrait prendre des décisions politiques pour garantir une énergie à bas coût pour les Français, on oublie de dire, et la Commission de régulation de l'énergie, elle oublie de dire que c'est bridé à 15%, mais les Français, ils vont la subir, l'augmentation, parce que la hausse de 2022, elle est répercutée dans les calculs pour 2023, et la hausse de 2023, elle sera répercutée sur 2024. Donc en fait, on sait qu'à date, c'est plus de 90% d'augmentation qui sera répercutée sur les factures d'électricité. Et comme ça a été défendu, notamment par les députés insoumis, il y a des vrais moyens de contrôler ça, c'est les tarifs réglementés de vente. Les tarifs réglementés de vente, par exemple, de gaz vont se terminer au mois de juin. Ça va être encore une explosion des tarifs pour tout le monde. Et le gouvernement ne fait rien par rapport à tout ça. Donc en fait, nous, évidemment, on est des défenseurs du service public de l'énergie. On a tout un programme progressiste de l'énergie qu'on a partagé plusieurs fois avec Thomas, mais qui pose des vraies décisions, de vraies nationalisations et pas de pseudo-nationalisation comme ça a été porté par le gouvernement, qui a même eu la malhonnêteté de quitter l'Assemblée lors du vote de la loi de nationalisation du député Brun. Tout un tas de choses qui montrent que le gouvernement, en fait, il n'est pas clair et que là, il faut prendre des vraies décisions pour brider les tarifs, pour répondre aux enjeux énergétiques, de souveraineté énergétique, de production, enfin... Il y aurait plein d'arguments pour se dire qu'il y a des vrais choix qui sont possibles si tant est qu'on a un peu de courage politique. Alors ça nous met en super bonne situation du côté de l'énergie par rapport à la lutte en cours, puisqu'on est sur le devant de la scène, que tout le monde paye les factures explosent. Malheureusement, si on ne change rien, c'est pas fini. Et donc rassembler comme on le fait sur les retraites, on a vraiment un vrai gain. On a déjà gagné sur la bataille des idées parce qu'on voit que rassembler, on peut faire changer des choses. On les fera changer sur l'énergie une fois qu'on aura gagné sur les retraites. Thomas, tu voulais réagir ? C'est très intéressant ce qu'il dit parce qu'il y a eu de suite l'argument ukrainien qui est venu sur la table.
Et quand on discute avec des habitantes ou des habitants, ils n'ont pas entendu la guerre en Ukraine pour voir les factures d'électricité et de gaz. Et en fait, ce qui n'est pas dit, c'est que c'est les politiques de libéralisation et d'ouverture à la concurrence, comme tu l'as très bien dit, qui sont responsables aujourd'hui de l'explosion des prix. Et nous avons porté un certain nombre d'amendements sur les tarifs réglementés. Le député socialiste avait proposé une loi sur la véritable nationalisation de EDF, parce que nationalisation, ça veut tout et rien dire. Ça dépend de quelle gouvernance derrière, comment on sort du marché régulé de l'énergie, comment on remet en cause les logiques de concurrence. Bon, Aurore Berger avait utilisé mon tweet pour quitter l'hémicycle, donc c'est une autre réalité, mais parce qu'ils étaient battus là-dessus, parce qu'y compris les Républicains étaient prêts à voter cette loi. Donc il faut là-dessus porter ce sujet, et c'est en lien avec la question de la réforme des retraites, où c'est un modèle de société en fait qu'on défend quand on se bat contre la réforme des retraites. Il y a une proposition qu'on partage, qui est celle du pôle public de l'énergie, qui est pour sortir ce secteur-là des logiques marchandes, parce que pouvoir se chauffer, avoir accès à l'électricité, c'est un bien commun. Ça doit pas être des logiques de profit. Juste parce que tu l'as pas dit, mais on l'a beaucoup expliqué, quand on sait qu'aujourd'hui EDF produit un tel coût qu'il le revend, il est obligé de le revendre 5 ou 6 fois plus cher, qu'après ça vient à l'usager 10-15 fois plus cher, enfin on marche sur la tête. Enfin, c'est vraiment... Et on nous parle de concurrence libre et non faussée. Donc on voit véritablement comment les décideurs politiques organisent de livrer un marché entier au secteur marchand, avec les conséquences derrière pour les plus fragiles de ce pays qui n'arrivent plus à se chauffer. Enfin, vous avez des gens... Moi j'ai des copropriétés dans ma circo, ils ont coupé. Parce que la facture était devenue tellement exponentielle, ils se sont dit on préfère avoir froid et mettre des couettes plutôt que d'avoir une facture qui va être à 10, 15, 20 000 euros. Les commerçants, c'est x3, x4. Donc il y a un sujet majeur là-dessus. Je crois qu'on a aussi gagné une bataille dans l'opinion publique sur la question du pôle public de l'énergie, en tout cas de revenir à un service public. Parce que les gens aujourd'hui, quand ils voient la facture arriver, ils se disent c'est pas possible. Et quand ils voient les propositions qui sont portées, ils partagent ça. Donc il y a un sujet, il faudra continuer à se battre là-dessus. Et il y a, je crois, une fenêtre de tir. C'est aussi pour ça que j'ai dit que si on bat la réforme des retraites, derrière, ça nous ouvre un champ des possibles pour porter d'autres propositions, parce qu'on lui dira on t'a battu là-dessus, mais on ne va pas rentrer avec simplement ça. Il y a un certain nombre de choses qu'on veut voir arriver, et le pôle public de l'énergie, ça en fait partie. Je le redis parce que je l'ai dit tout à l'heure, je tiens aussi à vous remercier parce que vous êtes en pointe dans cette bataille-là, vous menez des actions incroyables, à la fois sur la question des Robins des Bois, qui donne aussi à voir une solidarité incroyable, qui dans le regard des gens à l'extérieur, où on dit regardez ces privilégiés, les privilégiés aujourd'hui ils remettent le courant à des familles qui n'avaient plus l'électricité. Ça c'est hyper important dans la bataille. Et ils coupent le courant dans le fief du Sop. C'est ça, mais ça c'est le travail des Robins des Bois. C'est quand même bon de se dire que le pôle public de l'énergie, on le matérialise nous avec une vraie architecture, avec renationaliser l'électricité, renationaliser le gaz. C'est ce qu'on porte dans le programme progressiste de la FNME, mais qui rejoint plein de mouvances politiques. Là, on le matérialise et il y a des vraies solutions possibles. Et personne ne peut nous contrer. Sortir du marché, c'est possible. Et il faut voir que l'année dernière, on a réussi... C'est bien de faire l'analogie entre retraite et services publics de l'énergie et crise énergétique. C'est qu'on a réussi à sortir 50 milliards d'euros dans différents mécanismes pour alimenter le marché, alimenter les spéculateurs du marché. Et là, on nous dit ça va être compliqué parce qu'au niveau des retraites, soi-disant, il faudrait sortir 12-13 milliards d'euros pour rendre le système à l'équilibre. Mais on les a sortis d'un claquement de doigts pour faire des vases communicants entre EDF et Total, pour faire des vases communicants vers les spéculateurs du marché, clairement, quoi. Donc des solutions, il y en a, et je partage complètement que gagner sur les retraites, pour moi, on a déjà gagné sur les retraites idéologiquement. C'est aussi gagner par la suite d'autres formes de bataille où on viendra sur l'énergie, sur du bien fondé pour les usagers et sur le service public de l'énergie. Fanny. Oui, non, mais simplement pour rebondir d'ailleurs sur un truc que tu évoquais tout à l'heure, sur la question du Covid, je pense que ça révèle aussi... finalement, là, toute cette mobilisation-là pour le service public de l'énergie, etc., c'est l'idée justement anti-gouvernementale et contre ce projet de société qui a de façon sous-jacente dans ces manifestations et qui était présente déjà au moment du Covid. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cru au moment du Covid, on était sur plus jamais ça, on s'est dit non mais c'est pas possible, dans quelle société on vit, il faut vraiment radicalement tout changer et inverser la logique des priorités, sortir de la logique du profit, être sur les besoins essentiels, mettre en avant aussi, par exemple, là on va en parler tout à l'heure, mais revaloriser les travailleuses premières de cordée qui font justement ce travail essentiel, etc. On l'a bien vite oublié, finalement, cette logique qui nous a pourtant sidérés pendant des mois. Et en fait, je crois que peut-être là, elle revient avec aussi une expression en termes de mouvement social. Et du coup, c'est aussi pour ça que ça fait le lien entre tous ces éléments-là, et notamment sur les questions aussi de vie chère et d'inflation.
Ça, c'est des mobilisations historiques classiques. Voilà, on était Faubourg Saint-Antoine, le pain prenait 10 centimes au XVIIIe siècle. Bam, c'était la révolte, quoi. Bon, il y a un moment, enfin, et parce qu'on pouvait pas manger, et en fait, tout simplement, enfin, je veux dire, et du coup, c'était éminemment politique, et c'était un vrai projet de société qu'il y avait derrière. Et ben, je pense que finalement, voilà, on se retrouve, enfin, là, la logique que toi tu mets en avant là, enfin, que vous mettez en avant sur la question du service public de l'énergie, effectivement, je pense que c'est aussi quelque chose qui est à mettre centralement en avant dans ce contre-projet de société qui est présent de façon sous-jacente dans cette contestation. Avec la logique redistributive de la retraite aussi, c'est bien sûr, enfin, on l'a pas vraiment dit jusqu'à présent, mais excusez-moi, mais j'arrête. J'ai assez parlé, je te laisse volontiers la parole. Vas-y, je t'en prie. Ce que je voulais dire, c'est que, en fait, il y a eu la crise du Covid avec les gouvernements qui, bon an mal an, ont trouvé de l'argent, ont mis de l'argent pour maintenir la tête hors de l'eau l'économie, parce que aussi ils savaient que, oui, certes, ceux d'en bas allaient crever, je ne dis pas que ça leur faisait beaucoup de peine, mais qu'il fallait faire tenir la structure dans son ensemble, parce que sinon ceux d'en haut allaient tomber aussi. Mais là, ils ont décidé qu'il fallait payer l'addition. En ce moment, très concrètement, c'est un truc un petit peu technique, mais la Banque Centrale Européenne a décidé de réaugmenter les taux directeurs. Ça veut dire que l'argent qui est mis sur le marché, et quand l'État français emprunte, quand les banques prennent de l'argent, etc., l'argent, il leur coûte plus cher qu'avant. Et ça, là, le ruissellement, il existe pour tout le monde. Ça veut dire que demain, quelqu'un qui veut faire un crédit pour acheter sa maison, bah, il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il empruntait à 1%, son crédit à peu près. Moi, j'ai acheté un appart dans cette période-là, c'est à peu près les taux qu'il y avait. Dans 6 mois, c'est 4, 5%, et peut-être plus qui vont augmenter. Ça, c'est juste une décision de la Banque Centrale Européenne qui a décidé. Parce qu'elle a décidé, OK, on vous a filé du blé pendant la crise du Covid, mais maintenant, fini, là, il va falloir payer. Alors, bam, ils tournent la machine et tout le monde doit rembourser. Et ça, c'est une logique très, très idéologique qui est le cœur, projet contre projet. Ça, c'est leur projet. C'est, OK, maintenant, vous réglez la facture. C'est intéressant parce qu'on a tous en tête la formule de quoi qu'il en coûte. Et ils se sont tous succédés sur les plateaux pour nous dire c'est terminé. Et effectivement, là, il y a la volonté de faire passer à la caisse les gens. Et on parlait de la niche parlementaire, et quand vous parliez de la vie chère, il y a un élément qui m'a marqué ces dernières semaines sur la déconnexion et le mépris de ces gens-là, c'est quand il y a eu le repas à 1 euro pour les étudiants. Ces gens ont voté contre le repas à 1 euro pour les étudiants et se sont mis en scène dans l'Assemblée, ils se sont filmés en train de célébrer le fait qu'ils ne votaient pas les repas à 1 euro dans un pays où on a des étudiants qui font la queue devant les banques alimentaires. Je veux dire, en termes de symbole de mépris d'une génération qui a souffert du Covid, qui souffre d'éco-anxiété, qui n'arrive pas à bouffer, s'applaudir dans l'hémicycle en ne votant pas le repas à 1 euro pour le justifier en disant vous allez donner le repas à 1 euro au fils de Bernard Arnault. Enfin, je veux dire, moi personnellement, que les fils des milliardaires ils mangent à 1 euro, c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est qu'il y ait l'intégralité des gamins de ce pays qui puissent manger à 1 euro. Donc ils sont véritablement dans un projet où ils veulent faire passer à la caisse les gens. C'est-à-dire, on a filé du fric parce que, effectivement, si la structure s'effondre, ceux qui se gavent en haut, ils tombent avec la structure. Et ils l'ont maintenu debout parce qu'il fallait le maintenir. Mais aujourd'hui, ils disent c'est terminé. Vous allez passer à la caisse et vous allez régler la note, elle va être salée. Elle va être sacrément salée. Je crois que le peuple, il a relevé la tête et il a dit ok, non, c'est terminé. On ne veut pas la régler, la note. On n'a pas à la régler d'ailleurs. Et donc ça, c'est important. Et c'est important d'avoir une perspective de victoire parce que tu l'évoquais tout à l'heure. Pour gagner, il faut évidemment se battre contre la réforme, mais il faut dire qu'on peut la faire tomber, que ça ouvre d'autres horizons. Et on entend quand même partout un sentiment qui est qu'on peut le faire. Il y avait beaucoup de résignation ces dernières années. Je ne dis pas qu'on l'a balayé d'un revers de main, parce qu'on nous a quand même appuyé la tête sous l'eau. Moi, j'ai 37 ans, j'ai connu le CPE, mais après toutes mes batailles que j'ai menées syndicales à la SNCF, je les ai toutes perdues. Y compris après 50 jours de grève, où on est rentré à la maison, on n'avait rien. Et là, pourtant, il y a un truc qui émerge collectivement, de dire on est en train de construire ensemble quelque chose qui va bouleverser ce qui se passe, et on peut rentrer à la maison avec le sourire en disant on a gagné, et nous, quand on est ensemble, on est plus fort. Et ça, c'est hyper important pour construire la mobilisation. Mais ils ont... Il y a au moins une vertu dans tout ça, c'est que je crois qu'avec ce discours aussi médiocre que démagogue, il nous rassemble en fait. Il nous rassemble et on sent dans une dynamique très forte. Enfin, je pense que rassembler, en tout cas dans l'énergie, les travailleurs de l'énergie et même les retraités, dans l'actualité, on se sent capable de tout. On se sent capable de tout parce qu'on a l'opinion publique derrière nous, parce qu'on a des outils qu'on maîtrise. On a fait la démonstration depuis maintenant quelques semaines
qu'on est capable du meilleur comme du plus dur, de la coupure à la gratuité. Les Robins des Bois qu'on a mis en œuvre, mais en fait on l'a mis en œuvre et c'est pas pour être applaudi du reste de la population, c'est parce qu'en fait on a envie de se battre pour l'intérêt général. On est touché par les régimes spéciaux effectivement dans la réforme qui est posée sur la table, mais en fait dans la tête des électriciens et gaziers, c'est même pas pour ça au départ qu'on y va. C'est parce que c'est 2 ans pour tous et on y va, on est dans une bataille et on y va. Et là pour nous c'est des journées, c'est historique dans la rue, mais c'est historique dans les mobilisations. Là il faut quand même se rendre compte que pour l'intérêt général, le réseau électrique est clairement sous tension. On a atteint des baisses de production d'électricité, 20 000 mégawatts, enfin 20 tranches nucléaires en gros en équivalent. C'est énormissime en termes d'outils de travail. Ça coûte de l'argent, c'est de l'importation au maximum. Et surtout, on a aussi les terminaux méthaniers de gaz et les stockages de gaz qui sont complètement bloqués. Il n'y a plus une goutte de gaz qui rentre sur le réseau de gaz. Notre but, évidemment, c'est pas de toucher les usagers. Et on ne veut certainement pas s'opposer aux usagers. Il y a eu des coupures dans la journée de villes, dont des villes très symboliques, comme celle du SOP, et qu'on revendique. Moi, j'adore. Mais derrière, on a envie de dire haut et fort à l'opinion publique, s'ils nous mordent, c'est pas grave. En fait, restez du côté de ce côté-là, parce qu'en fait, on va gagner. Parce qu'en fait, on a les moyens de gagner. Et j'entendais avant Ahmed parler de la solidarité. En fait, rien que la solidarité dans l'opinion publique, ça suffit. Parce qu'on est motivé comme jamais. Et je vous garantis que dans l'énergie, et pas que, les ports et docs, les verres et céramiques, enfin tous les camarades avec qui on a construit cette lutte, c'est cette semaine noire qu'on est en train de mener. Franchement, je ne vois pas d'autre solution que le gouvernement plie au bout d'un moment, parce qu'on leur fait mal. Et pourquoi ? Parce qu'on dit on va mettre l'économie à genoux, parce qu'eux, ils veulent mettre les travailleurs à genoux. Donc quand on nous dit cette phrase, elle est trop forte, mais votre réforme, elle est trop forte. C'est vous qui créez le trouble à l'ordre public, c'est pas nous. Donc en fait, on fait que répondre à la hauteur des attaques. Et je crois que c'est important de se le dire le plus largement possible. Tu vas ressortir optimiste de cette émission. Mais moi, je veux qu'on gagne. J'étais en grève cet après-midi. Sinon, ils vont couper le courant. Non, mais moi, j'étais gréviste cet après-midi. Je suis allé manifester. Je soutiens ce mouvement. Après, malheureusement, je ne suis pas certain que Macron va céder. Il va falloir taper fort, quoi. Alors, pour le coup, on va ne couper coupe pas le le courant. courant. On fait que respecter la ligne du gouvernement, qui est la sobriété énergétique. C'est vrai, c'est vrai. Pendant 3 mois, on nous a expliqué que les coupures, c'était pas illégal, qu'il fallait délester le pays par tranche de 2 heures, que c'était normal, qu'il fallait se restreindre. Oui, c'est vrai. Pendant ce temps-là, l'électricité, elle explose, les factures explosent. Et puis aujourd'hui, ça serait nous les vilains, parce qu'on va faire des coupures de 10 minutes dans certaines villes, alors que c'est symbolique. Franchement, nous, les députés, et on n'a pas eu peur de le dire, les députés, sénateurs qui sont sur cette réforme, qui votent sur cette réforme, qui n'écoutent pas le cri de la rue, et comme tu l'as dit tout à l'heure, qui n'entendent pas qu'il y a plus de monde dans la rue, qui les ont même élus, franchement, pour nous, leur permanence, ce n'est pas des bâtiments essentiels. Donc on fait de la sobriété énergétique, on place les bâtiments essentiels en mesure de sobriété énergétique. Techniquement, c'est possible de couper l'Élysée ou Ça va être plus compliqué quand même. C'est une opération commando. C'est secouru en plus, donc c'est forcément compliqué. C'est l'occasion de parler de la suite, justement, avec la journée de demain, notamment. Donc, c'est une partie qu'on a appelée le 8 mars, le débordement féministe. Fanny, je me tourne vers toi. Tu es également la co-autrice de cette note qui sort demain. Je vous la montre en avant-première. Une note aussi écrite dans le cadre de l'Institut Labo ici. Donc, tu l'as co-écrite avec Isabelle D'Artagnan, avec Ludivine Bantoni et avec Agathe Roby. J'ai dit quoi ? Bantoni. Non ? Ah bon ? C'est Ludivine Bantoni. La note s'appelle Le 8 mars d'hier et d'aujourd'hui, articulée lutte des classes et enjeux féministes. La note revient sur les luttes féministes, donc à partir de 1917 et l'internationale ouvrière jusqu'aux années 2010 avec les grèves des femmes en Espagne notamment. Et dans cette note, on voit que le féminisme est au cœur de tous les mouvements sociaux. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette note et surtout, quels sont les nouveaux modes d'action de la lutte féministe ? Je pense aux caisses de grève, je pense aux rosies, je pense aussi au fait d'arrêter le travail à 15h40 par exemple.
Oui, alors effectivement, effectivement, cette note, elle revient. L'ambition de cette note, c'était de revenir sur l'articulation entre donc lutte de classe et droits des femmes, pour revenir un peu sur le 8 mars, d'où ça vient en fait. Et c'est pas le jour où tu as une culotte gratuite quand tu achètes un soutien-gorge, quoi. Parce que non mais franchement, voilà. Donc c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, et c'est une journée qui s'ancre dans l'histoire du mouvement ouvrier, du mouvement syndical, au niveau international, et qui a été proposée dans la dynamique de la révolution russe, puisque c'était une journée de contestation très importante, celle du 8 mars, c'était le 23 février dans le calendrier, mais ça a lancé la révolution russe en définitive, et donc c'est pour ça que finalement il y a eu cette date qui a été choisie, même si antérieurement il y avait l'idée d'avoir une date, mais on n'avait pas cette date du 8 mars. Et du coup, l'idée de cette note, c'était de revenir sur cette histoire-là et de montrer justement les enjeux, l'articulation entre les enjeux féministes et les enjeux de classe, puisqu'il y a aujourd'hui un féminisme washing, tout un tas d'idées, le féminisme néolibéral. Il y a un livre qui sort d'ailleurs ces temps-ci qui est complètement en train de se réapproprier finalement l'idée de féminisme, alors qu'en définitive ça l'est pas du tout, ça porte pas du tout l'idée de contestation finalement de la société. L'idée de cette note, c'était de montrer que le féminisme est une forme d'anticapitalisme en fait, c'est-à-dire que en fait par la mobilisation pour le droit des femmes, on met en question un système, une société dans laquelle on est. Et c'est l'enjeu de demain, c'est-à-dire l'enjeu de la grève féministe, c'est précisément ça. C'est donc redéfinir le travail avec l'idée de travail domestique, et donc redéfinir la grève avec l'idée de grève féministe. Donc c'est pas nouveau, parce qu'il y avait eu la grève des ventres au début du siècle, par exemple, sur l'idée de justement pas faire d'enfants pour pas faire de chair à canon, etc. C'est pas du tout nouveau pour les femmes de trouver aussi ce mode d'expression-là. Mais en gros, l'idée demain, ça prend aussi une autre tonalité avec justement cette contre-réforme des retraites. Mais au-delà de ça, la grève féministe, elle est portée par la nouvelle dynamique féministe mondiale depuis le milieu des années 2010, notamment sur les féminicides en Argentine. Ça a été lancé en Argentine, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu long, mais vous pourrez tout voir dans la note. Mais en gros, l'idée, c'est on arrête tout demain. C'est-à-dire, on arrête le travail domestique, on arrête le travail salarié. C'est-à-dire, on arrête aussi de s'occuper des gosses, de faire à bouffer, etc. Parce que fondamentalement, c'est du travail gratuit, invisibilisé, et c'est du travail essentiel, et c'est du travail qui permet de faire tourner la société. Et c'est en ça que ce féminisme est un anti-capitalisme. Ce féminisme-là, pas le féminisme néolibéral qui consiste à être, par exemple, dans les CA du CAC 40 à parité. Voilà, ça c'est pas exactement cet enjeu-là, en fait, qui nous anime, notamment dans cette note, et en tout cas qui m'anime, moi. Et donc, demain, l'idée, évidemment, je pense que demain, alors, cette dynamique de grève féministe, elle est très suivie partout dans le monde. Par exemple, dans l'État espagnol, en 2017, il y avait des millions de femmes dans la rue, une minorité de genre d'ailleurs aussi, pas seulement... C'est aussi une revendication qui est reprise au-delà des femmes, d'ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus là-dessus, mais voilà. En tout cas, en France, pour le moment, les organisations syndicales appellent maintenant à la grève féministe depuis quelques années, mais c'est pas une journée absolument phénoménale. Alors même que, voilà, on a bien vu en 2019-2020 avec les Rosy, qui du coup donnaient une autre tonalité aux manifestations, que du coup il y a une espèce de reconfiguration des mouvements sociaux avec la dynamique féministe. On voit que c'est mêlé d'ailleurs aujourd'hui. Il y a des pancartes féministes dans tous les sens, mais c'est pas du tout nouveau. C'est pas seulement parce qu'on est le 7 mars, c'était déjà le cas en janvier. Enfin, c'est mêlé dans les mobilisations climat. D'ailleurs, il va y avoir une initiative vendredi. Enfin, il y a une reconfiguration féministe des mouvements sociaux. Et du coup, demain, je pense que elle va avoir cette tonalité-là aussi, cette grève féministe de demain. Et elle sera peut-être, et je l'espère, peut-être plus suivie que les grèves féministes antérieures, puisque vraiment, je vais pas revenir sur je suis en train de faire un tunnel là. Je suis désolée. Mais non, c'est pas bien. C'est sur ce sujet-là, on ne laisse pas la parole, ce serait de mauvais goût quand même. Non, mais voilà, ça a été suffisamment dénoncé, les méfaits de cette réforme, de cette contre-réforme des retraites sur les femmes notamment, du fait des carrières hachées, du fait du temps partiel imposé. Mais pourquoi les carrières hachées ? Justement, parce que justement, il y a la prise en charge principale du travail domestique. Donc demain, on arrête tout. Voilà, et l'enjeu, il est justement de montrer à quel point ça va
aussi redonner du souffle, continuer de donner du souffle et permettre peut-être que justement tout à l'heure il était question dans le piquet sur la RATP de mettre en avant les questions de violences sexistes et sexuelles, aussi continuer de dynamiser cette lutte et ces reconductions en cours avec cette tonalité féministe. Je pense que c'est vraiment ça se joue demain et ça se joue aussi par la suite, parce qu'après il y aura aussi l'enjeu de faire continuer cette idée-là dans la suite des reconductions, dans la suite des contestations, parce que en fait c'est totalement imbriqué et on peut pas penser une autre société sans penser justement les droits des femmes, la libération des femmes, l'émancipation des femmes de façon générale, quoi. J'ai vu que tu prenais des notes. Est-ce que il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est bien quand même de se redire que c'est pas une journée dans l'année qu'il faut lutter pour le droit des femmes. Et nous, on essaye d'avoir des campagnes. On lance une campagne un peu plus longue tout au long de l'année pour sensibiliser justement et nos adhérents et les travailleurs, et avoir une campagne auprès des travailleurs, puis surtout des employeurs, parce que, comme tu l'as dit, il y a aussi pas mal de choses sur l'égalité professionnelle à mettre en avant, et ça fera en plus partie des solutions pour justement trouver un équilibre, un équilibre si tant est qu'il faut en trouver un, mais pour le financement des retraites. Donc ça, c'est dans la revue de nos repères revendicatifs, on y travaille fortement à la CGT, en tout cas à l'énergie. Donc nous, demain, évidemment, on fait de la communication, on est vachement autour de cette journée, mais aussi on s'est dit qu'au-delà de l'installation des QG de lutte, des bastions, puisque la reconductible c'est déjà ce soir et qu'il y a déjà des copains un peu partout qui s'installent, et puis qu'on veut bien montrer que c'est jusqu'au retrait, on a décidé que les Robins des Bois, chez nous, allaient célébrer justement les droits des femmes. Alors, on ne sait encore pas comment ça va se manifester, mais je sais qu'il y a beaucoup de travail sur le terrain avec des associations caritatives, avec pas mal de mouvements qui sont construits localement pour faire de la gratuité, pour venir en aide au local. Je crois que de toute manière, c'est vrai, comme les deux sujets qu'on vient de brosser juste avant, c'est que ça fait partie des sujets où on pourra faire évoluer des choses. Les mentalités, c'est une chose, mais il y a aussi le cadre légal. Et si on ne met pas des vrais indicateurs avec des sanctions qu'on ne respecte pas, ces indicateurs dans les entreprises, ça devrait être naturel, mais ce n'est pas le cas. Donc il faut qu'aujourd'hui, que les entreprises, les employeurs, ils respectent le droit des femmes réellement pour que ça amène des solutions et que on fasse de cette journée une belle journée, mais que ça soit toute l'année, quoi. Je pense que ça serait fantastique. Et puis on parlait tout à l'heure des différentes formes de mobilisation et qu'il fallait aller s'inspirer des formes de mobilisation qui fonctionnent et qui sont innovantes. Je pense que les mobilisations féministes ces dernières années ont été parmi les mobilisations les plus innovantes. Avec les mobilisations environnementales, c'est les deux sujets qu'on réussit à avoir une dynamique positive, qui réunissent de plus en plus de monde, qui sont capables de fédérer le plus largement possible et d'inventer des nouvelles formes de mobilisation. Alors il y a la manifestation, il ne faut pas abandonner cette forme-là, mais il y a tout un tas de problèmes, de solutions, j'ai dit de problèmes, et aussi sur la question de l'auto-formation, sur la question... Le mouvement féministe, on a tous à apprendre de ces mouvements-là. Dans quel mouvement aujourd'hui il y a autant de vidéos, de rendez-vous pour apprendre la culture politique, l'histoire politique de ce mouvement. À mon avis, il n'y a rien d'autre que le mouvement féministe qui, aujourd'hui, forme autant à la lutte. Donc, apprenons, imitons, copions même dans les autres luttes. Fanny, tu voulais oui, dire un tout dernier à fait. mot? Non, mais je pense qu'effectivement, j'ai assez peu parlé des modalités d'action, à part la grève féministe, qui est quand même du coup vraiment le sujet de demain. C'est pour ça que là, je me suis vraiment arrêtée sur ça. Mais au-delà de ça, c'est sûr, quoi. La question des flash mobs, par exemple, ça a été, la flash mob, la Stécis, le violeur, c'est toi. Elle a été reprise partout dans le monde. Elle a aussi fait que, par exemple, les Rosies ont eu l'idée de faire la flash mob des Rosies, qui est quelque chose qui, pareil, on parlait des petites villes, les flash mob des Rosies, il y en a eu en 2019-2020 dans toutes les petites villes, pas dans toutes les petites villes, c'est pas possible, mais dans plein de petites villes où on s'attendait pas à ce qu'il y aurait une flash mob
à cet endroit. Et effectivement, il y a, en fait, bon, voilà, je parlais de dynamique féministe mondiale. C'est ce qui fait que, globalement, voilà, depuis le milieu des années 2010, on a sur les réseaux sociaux, toute une génération, par exemple, de collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, qui a déjà aussi, qui met déjà en cause, par exemple, la binarité de genre, qui se pose le hashtag 14 septembre balance ton bahut contre les restrictions vestimentaires, qui met en avant, qui change de paradigme carrément, parce que c'est pas reprendre l'idée de l'hypersexualisation sur les crop tops. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était en 2020. Il y avait une grande mobilisation là-dessus, qui est passée notamment via les réseaux sociaux. L'idée, c'était mon corps, ton regard, et c'est pas parce que je mets des crop tops que je suis hypersexualisée. C'est ton regard qui est hypersexualisé. Et ça vient de jeunes de 12, 13, 14, 15 ans. Et du coup, il y a ça irrigue en profondeur la société aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça qu'effectivement, il y a plein de livres qui sortent, il y a des formations, de l'auto-formation, des modalités d'action aussi qui sont inventées, qui sont innovées et tout ça. Et sur la question du 15h40, oui, j'avais pas répondu sur ça, mais le 15h40, du coup, ça fait écho à ce que tu évoquais tout à l'heure. C'est l'enjeu de l'égalité professionnelle, c'est-à-dire l'idée de, à 15h40, on arrête parce qu'on n'est plus payé. Donc ça, c'est l'enjeu des inégalités salariales qui continuent de perdurer. Et on parlait de projet de société. Moi, je crois que, évidemment, la question, elle est aussi là. C'est-à-dire que, oui, maintenant, voilà, on est à parité au CAC 40. OK, super. On a vachement changé les choses, en fait. Enfin, en fait, c'est ça le truc. C'est-à-dire, les femmes, être à parité au CAC 40, c'est un truc, OK, on s'est fondu dans une organisation du travail qui nous préexistait, et du coup, maintenant, il y a autant de femmes que d'hommes, OK. Mais il y a toujours cette inégalité professionnelle très, très forte, puisque, globalement, les classes populaires, en fait, n'en bénéficient pas, puisqu'il y a la précarité, puisqu'il y a le néolibéralisme, puisqu'il y a tout ce qu'on évoquait avant, la vie chère, etc. Enfin, c'est ce dont il était beaucoup question au moment du mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi les femmes étaient mobilisées, et les femmes Gilets jaunes étaient mobilisées aussi à ce moment-là, c'est des familles monoparentales, c'est des petits boulots ultra précaires, etc. Et du coup, en fait, on ne résorbera pas, on n'atteindra pas l'égalité professionnelle tant qu'on n'aura pas arrêté la précarité, le néolibéralisme, le temps partiel, etc., etc., etc. Et du coup, fondamentalement, tant qu'on n'aura pas refait basculer aussi, tant qu'on n'aura pas changé de société. Non, mais bon, voilà. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses avant. Mais c'est pas ça l'enjeu. Mais c'est pas ça la question, je veux dire. Mais en tout cas, c'est complètement intrinsèquement lié. Et c'est dit dans la note justement que je vous remontre et que vous pourrez voir demain matin sur institutlaboétie.fr. On va conclure cette émission. Merci beaucoup à tous les quatre et à Ahmed Béral aussi d'être venus juste avant. On continue jusqu'au retrait. Alors on a plusieurs choses à vous annoncer. Vous pouvez évidemment toujours participer aux caisses de grève sur le site de la France Insoumise et sur la CGT également. On en a une aussi de notre côté. Une aussi Solidarité, lutte, FNME, CGT, qu'on a ouvert ce week-end et qui marche super bien aussi. Trop bien. On a aussi la lettre aux sénateurs que vous pouvez vous procurer aussi, tout le matériel sur le site de l'AFI pour mettre la pression sur vos sénateurs pour qu'ils ne puissent pas voter, pour qu'ils ne votent pas la réforme des retraites. On a aussi les apéros populaires qui sont lancés cette semaine. On a aussi la lettre aux commerçants pour diffuser aussi chez tous les commerçants de vos circos et de vos villes pour qu'ils puissent en solidarité baisser leurs rideaux. On a aussi évidemment les blocages des facs et des lycées. On a les blocages des ronds-points. On a demain la grève féministe. Le 9, c'est des actions étudiantes. Le 10, c'est le climat. Et l'intersyndicale a annoncé 2 nouvelles dates, le 11 et le 15. Et le 11, ça promet d'être massif car c'est samedi. Donc tous ceux qui ne peuvent pas faire grève et venir manifester en semaine, ça promet d'être énorme ce samedi. Qu'est-ce que j'ai oublié ? J'ai rien oublié. On va les plier, qu'on va gagner. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. On se retrouve mardi prochain. Ciao.